sommes le vendredi 4 mars 2022, il est 9h26 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC également poursuit lui sur sa tendance à l'ouverture également puisqu'il cède 1,77% à 6265 points. On est vendredi et du coup j'accueille sur ce plateau Éric Galliègue, Éric qui est président chez Valcon Expertise et qui va nous dresser un bilan de la semaine écoulée. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme je le présentais, vous allez nous éclairer sur les principaux faits macroéconomiques et géopolitiques de cette semaine et leur impact évidemment sur les marchés financiers. Dans un premier temps, Éric, quel est votre bilan de la semaine, s'il vous plaît ? Alors le bilan de la semaine est bien sûr très très négatif. Ce qui est le plus impressionnant, en fait, c'est l'écart entre l'Europe et les États-Unis. On s'imagine pourquoi il y a un tel écart, mais donc les actions françaises ou européennes ont perdu près de 5% sur la semaine. Alors ça varie à chaque instant, évidemment, mais donc une baisse profonde sur une semaine, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt une hausse de 4% sur le S&P 500. Donc c'est un gap de 10% sur une semaine. Quasiment. On a rarement vu ça. Et ce gap est d'autant plus important, cet écart est d'autant plus important que l'euro a baissé de plus de 2% sur la semaine. C'est-à-dire que quand on intègre le taux de change, on a en une semaine un écart de l'ordre de 11 à 12% entre la valeur de marché des actions européennes par rapport aux actions américaines. Donc c'est effectivement important de le relever, sachant que bien sûr en Europe, ce qui compte, c'est ce phénomène baissier qui s'amplifie dans le cadre bien sûr de la crise géopolitique ouverte depuis plus d'une semaine. La crise géopolitique, c'est ce dont on va parler dans un premier temps. La guerre en Ukraine qui devait être, selon les forces armées russes, une guerre éclair, mais qui finalement commence, semble-t-il, à s'enliser, Éric. Ah oui, ça ne sera pas la guerre des 6 jours, ou la Blitzkrieg, ça sera une guerre sale, forcément, parce que malheureusement, évidemment, il y a un peuple qui se trouve agressé, qui se défend. Donc voilà, c'est le premier point. Ça ne sera pas la Blitzkrieg, ce n'est pas des frappes chirurgicales, comme on les a appelées en d'autres époques, avec d'autres belligérants. C'est une guerre qui va durer, manifestement. Les déclarations du président Macron, au terme de son échange téléphonique avec Vladimir Poutine, est très clair. Le pire est à venir. Les prétentions territoriales de Vladimir Poutine portent sur toute l'Ukraine, ce qui est quand même assez impressionnant, on croit rêver. Mais donc voilà, c'est plutôt un cauchemar, mais donc le cauchemar continue et c'est le premier point de l'actualité évidemment en termes géopolitiques et c'est un point négatif pour le scénario de marché. C'est sûr, c'est certain que c'est un point négatif. On enchaîne avec, donc face à cette invasion, l'Occident d'une certaine façon s'organise, des sanctions, plusieurs trains de sanctions ont été prononcés. C'est le second sujet. C'est le second sujet, donc les sanctions européennes. Et je pense qu'il faut bien. C'est un point négatif pour les entreprises, bien sûr. Ce point-là de l'actualité est négatif parce que les entreprises comme Engie, par exemple, sont en première ligne. Mais ces sanctions occidentales sont, je dirais, positives en ce sens qu'elles proviennent bien de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui s'est exprimée. Oui, c'est ça. Certains disent que finalement cette guerre accélère la transformation, transforme l'Union européenne. C'est le côté positif de la chose, en quelque sorte. Ces sanctions qui ont été annoncées, je ne vais pas les énumérer aujourd'hui. Elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. Ça correspond finalement à une forme de blocus ou d'embargo de tous les produits russes. Donc c'est quand même dur. C'est quand même dur. Et c'est normal. C'est normal. En tout cas, ça montre la réactivité de l'Union européenne, unanime, avec un peu de retard compréhensible de la part de l'Allemagne, mais globalement une réponse coordonnée, forte, qui va encore augmenter, d'après les propos du président avant-hier. Donc c'est bien sûr négatif, puisque ça montre véritablement que le conflit est très très grave. Mais il y a un côté, je dirais, positif sur la construction européenne, car effectivement, il y a toujours un côté positif. Une unité européenne qui se dégage, c'est effectivement très important. Cela étant, donc effectivement, ces sanctions ont des répercussions négatives, notamment sur le tissu économique et le tissu économique français en particulier. Le côté négatif de ces sanctions, finalement, c'est que ce sont les entreprises qui vont le payer. On l'a vu, il y a eu un ensemble de réactions, de déclarations, de communiqués de presse de nombreuses sociétés. Engie est en première ligne, puisque Nord Stream 2, donc ce gazoduc qui doit passer sous la Baltique, semble condamné, en tout cas aujourd'hui. Donc
Donc ça coûte 1 milliard, voilà, c'est clair. Donc forcément, Engie se prend ça un petit peu en pleine tête. Il y a d'autres exemples, BP qui a vendu sa participation, enfin qui porte pour zéro sa participation de 20% dans Rosneft, et tout un ensemble d'autres déclarations qui ont été faites. En tout cas, cela justifie donc ce troisième point négatif de l'actualité concernant donc les répercussions donc de cette crise géopolitique et de l'invasion militaire russe. Oui, c'est très clair. Inévitablement, alors l'inflation était déjà au plus haut, elle ressort au plus haut là en février, 5,8% contre 5,1% en Europe, l'inflation en Europe. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça continue à augmenter du coup, Eric? Et est-ce que, alors on en a parlé légèrement la semaine dernière, mais est-ce que très clairement le risque de stagflation est présent ou est-ce que nous sommes en stagflation? Stagflation, c'est quand l'inflation est supérieure, les niveaux d'évolution de l'inflation sont supérieurs au niveau de la croissance. Alors, bon, moi, personnellement, j'ai tendance à croire que l'ensemble de ces éléments étaient préexistants à la crise ukrainienne, que la crise ukrainienne ne fait que renforcer ces tendances qui préexistaient. Donc, je crois que même s'il n'y avait pas eu cette crise, l'inflation est un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la crise, elle va renforcer peut-être considérablement cette tendance. C'est un effet qui est totalement stagflationniste. Effectivement, ça augmente l'inflation, comme on le voit. L'inflation de l'énergie qui a été publiée par Eurostat à 31% sur un an. Alors bon, tout ceci est transitoire, c'est clair. Il y a des effets de base. Il faut quand même rappeler qu'on partait de bas sur les prix de l'énergie il y a un an. Donc il y a des effets de base, mais quand même, on a donc dans le core inflation rate, donc dans la véritable inflation, en dehors des éléments les plus volatiles, un phénomène inflationniste qui est extrêmement inquiétant et qui va naturellement poser un dilemme à la BCE, car effectivement, cette inflation devient vraiment très préoccupante. Elle est durable, c'est-à-dire que on pensait jusque récemment que le pic d'inflation serait touché quasiment maintenant ou même le mois dernier. Le consensus n'attendait pas 5,8, il attendait beaucoup moins. Donc on va continuer à avoir un phénomène de hausse de prix, c'est évident, notamment dans une situation de plus en plus grave de situation de guerre, de pénurie, de problèmes logistiques, d'approvisionnement. On a vu Volkswagen qui limitait la production en raison d'une rupture d'approvisionnement de ses fournisseurs ukrainiens, forcément. Bon, mais ça va toucher au-delà de l'Ukraine les pays limitrophes parce que ça perturbe toutes les chaînes logistiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est négatif et qui va alimenter l'inflation. Donc le pic d'inflation est devant nous, manifestement. Plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 trimestres, et ça dépendra en partie, effectivement, de la situation de guerre dans l'Est européen. L'Est européen qui est quand même une zone géographique dans laquelle l'économie allemande a beaucoup investi et où elle se fournit d'une façon considérable. Donc c'est pour ça que c'est l'Allemagne qui est en première ligne, en quelque sorte, à tous les niveaux, au niveau de son indépendance énergétique, au niveau de ses fournisseurs. L'Allemagne qui plaide pour un relevé des taux extrêmement rapide, qui souhaite que ce soit fait le plus vite possible. Alors justement, dans les conséquences à long terme de cette guerre, cette situation géopolitique nouvelle, l'Allemagne pourrait peut-être quitter le camp des frugaux, comme on dit, et rejoindre le camp de ceux qui dépensent beaucoup l'Europe du Sud. Et ça, c'est un élément qui est plutôt positif. Parce qu'elle a annoncé qu'elle allait rénover son armée. Je crois que le budget débloqué, c'est 100 milliards, c'est gigantesque. Voilà, il y a 2 points clés qui vont faire dépenser beaucoup d'argent à l'Allemagne, et donc la faire se rapprocher de l'Italie et de la France, en quelque sorte. C'est le réarmement, 100 milliards, effectivement, et la conquête d'une indépendance énergétique. Donc c'est des investissements gigantesques. Mais sur du très long terme, du coup. Oui, mais ça va augmenter le déficit public allemand. Et ça va finalement permettre à l'ensemble de l'Europe, je dirais, de ne plus être limité, entre guillemets, dans sa dépense, dans son budget, ce qui justifie d'ailleurs la baisse profonde de l'euro contre le dollar, qui est aussi plutôt une bonne nouvelle. Mais ce sont d'autres sujets. Pour les entreprises. Pour l'instant, qu'on verra plus tard. Malheureusement considérer que cette actualité est bien sûr négative. La synthèse est négative de moins 4. Il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs. Et en ce qui concerne donc notre recommandation, on reste toujours prudent. On est toujours à 0 sur les actions. On a été trop prudent pendant trop longtemps, en quelque sorte. Mais finalement,
voilà, nous considérons qu'on pourrait commencer à revenir éventuellement sur les actions très progressivement à partir de 6250. On est à 6246 là, Eric. Est-ce qu'on donc quel secteur, Eric? Sur quel secteur on file? Alors, non, après c'est un autre sujet, c'est pas le lieu et on n'a pas le temps de bien sûr aborder. C'est un peu le lieu quand même, hein, mais c'est peut-être pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le cadre de cette émission et donc on commencerait à augmenter progressivement la part action, sachant que dans notre méthode, dans notre approche, on a 5 niveaux d'investissement, de 0 à 100 tout simplement, 50 étant le benchmark. Donc nous sommes à 0 depuis plus de 6 mois, depuis 8 mois. On pourrait passer à 25, ce qui serait encore une sous-pondération par rapport à 50, qui est la norme en quelque sorte. Mais progressivement, c'est vrai qu'avec 1000 points de baisse sur les plus hauts, ça commence à devenir consistant et ça peut commencer à nous intéresser. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric. Juste avant de vous quitter, la bourse russe ne rouvrira pas avant le 9 mars. Ça semblait dans les tuyaux. Merci beaucoup Eric pour vos précisions et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et qu'on vous retrouve tous les vendredis.